Bonjour à tous, bienvenue dans le cours sur les bases de la programmation, deuxième séance. Donc, pendant cette séance, on va voir deux sujets. Le premier, ce sera les structures conditionnelles et le deuxième, ce sera les boucles. Donc, pour ce qui est des structures conditionnelles, donc, une structure conditionnelle, dans le fond, c'est une instruction qui permet au programme de gérer le flot d'exécution du programme. Voilà. Donc, en anglais, le flot d'exécution, on parle de control flow. C'est un terme que vous pourrez revoir régulièrement dans la littérature si vous vous intéressez un peu à l'algorithmie. Une structure conditionnelle, dans le fond, ça repose sur les variables de type booléen. Donc si vous vous rappelez du cours 1, ce sont les variables qui ont un état défini. En fait, il peut y avoir deux états, soit vrai ou faux, true or false. En plus des variables de type booléen, les structures conditionnelles utilisent ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Des opérateurs logiques, il y en a de trois types. Il y a les opérateurs de comparaison, il y a les opérateurs d'appartenance, puis il y a les opérateurs logiques en tant que tels. Donc on va les voir un par un. Donc, pour faire une comparaison entre deux variables, donc si j'ai une variable A qui est égale à 12, mettons, puis une variable B qui est égale à 17, on peut tester si les deux variables sont égales en faisant A égale B. Petit changement rapide. Voilà. Donc A et B sont différents, donc le test A égale B est faux. On utilise le double égal parce que le simple égal qu'on a ici est utilisé déjà comme opérateur d'assignation. Si A et B étaient égaux, ça nous renverrait vrai. Ensuite, donc ça c'est pour tester l'égalité, on peut également tester la différence de cette manière. Donc la différence c'est point d'exclamation égal. Puis ça va renvoyer vrai ou faux. On peut également tester pour plus petit ou plus grand que. Donc peu importe, hein, Python est capable de reconnaître les deux signes. On peut également tester pour inférieur ou égal ou supérieur ou égal. De même. Voilà. Inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Ça va marcher des deux manières. Donc ça, ce sont les opérateurs d'appartenance. Donc on a, pour récapituler, opérateur d'appartenance, on a égal, on a différent égal, on a inférieur ou supérieur, et on a inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Bref. Ensuite, on a les opérateurs d'appartenance. Donc, on peut tester, mettons qu'on ait une liste de plats, par exemple, avec dedans les ramen, les cannelloni, puis le cassoulet, par exemple. On peut tester si quelque chose est dans une liste. Ça pourrait être une liste, ça pourrait être un tuple,
n'importe quoi qui contient de la donnée dans le fond. On peut dire, mettons, est-ce que burger est dans plat? Pardon. Est-ce que burger est dans plat? La réponse c'est false. Est-ce que 12 est dans plat? La réponse est false. Est-ce que true est dans plat? La réponse c'est false également. Puis est-ce que cannelloni est dans plat? La réponse c'est true. Donc ça c'est l'opérateur d'appartenance. En utilisant le mot-clé in. De la même manière, on peut tester si quelque chose n'est pas si un élément n'est pas dans une liste ou dans un tuple, par exemple, en utilisant le not in, un peu comme si on écrivait de l'anglais finalement. Donc est-ce que sushi est dans plat? La réponse c'est vrai. Est-ce que cannelloni est dans plat? C'est faux, n'est pas dans plat, c'est faux parce que cannelloni est dans plat, dans la liste plat. Voilà. Enfin, la dernière chose qui nous reste à voir en ce qui concerne les opérateurs, ce sont les opérateurs logiques en tant que tels. Ça permet de nous faire des opérations entre guillemets entre conditions. Il y en a deux, il y a AND et il y a OR. Donc comme leur nom l'indique, et ou alors ou. Donc, mettons qu'on a une variable A, une variable B, une variable C égale 200, mettons qu'une variable D égale 400. On peut dire A est supérieur à 5, AND, donc et, C inférieur à D. Donc il va évaluer d'abord la première partie de la condition. Est-ce que A est supérieur à 5? A vaut 12, donc la réponse c'est vrai. Et C est-il inférieur à D? Donc C est égal à 200, D est égal à 400, c'est vrai également. Donc vrai et vrai égale faux. Égale vrai, pardon. De la même manière, on peut avoir l'opérateur OR qui va évaluer les deux. Est-ce que A est supérieur à 5 ou C est inférieur à D? Reprenant le cas du AND. Donc, dans ce cas-là, l'élément de gauche et l'élément de droite étaient vrais. Maintenant, que se passe-t-il si un des deux éléments est faux? Donc, dans ce cas-là, A est supérieur à 5, donc ça c'est vrai, et C n'est pas supérieur à D, C est égal à 200 et D est égal à 400, donc cet élément-là est faux. Donc c'est une forme d'algèbre qu'on appelle l'algèbre de Boole. C'est le nom du mathématicien qui a inventé dans le fond l'état vrai, faux, etc., qui permet de calculer entre guillemets ces choses-là. Donc comme ce membre-là est vrai et ce membre-là est faux, vrai et faux égale faux. Au moins l'un des deux est faux, ça va suffire à faire en sorte que la condition soit fausse. À l'inverse, si on avait eu un OR, ça prend que au moins un des deux soit vrai. Et comme A est bien super grand à 5, l'ensemble des conditions est vrai. Donc si on récapitule pour les opérateurs logiques, on a le AND. Donc le AND, qu'est-ce que ça lui prend? Ça lui prend que si, pour avoir un résultat vrai, ça lui prend qu'on est vrai et vrai. Pour avoir un résultat faux, il suffit qu'il y ait un faux parmi les conditions évaluées, que le résultat sera faux. Donc false, true donnera faux. De la même manière, false,
Pour ce qui est du OR, le OR, dans le fond, pour avoir un résultat vrai, il suffit qu'il y ait au moins une des conditions évaluées qui sera vraie, et le résultat final sera vrai. Okay, true or false, or false, or false donnera true. Par contre, pour que ce soit false, il faut absolument que toutes les conditions soient false. Et là, on aura un résultat qui sera faux. Voilà pour les opérateurs logiques et l'algèbre de Boole. Si ça vous intéresse, checkez ça sur Wikipédia. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut également utiliser les parenthèses comme en mathématiques pour changer l'ordre dans lequel on évalue les choses. Dans ce cas-là, ce premier membre-là va être évalué, C supérieur à D et B inférieur à 5. Ça va donner un résultat. Puis ensuite, la grosse opération, A supérieur à 5, or nanana, tout ça sera évalué ensemble basé sur le résultat de ce qu'il y a dans cette parenthèse-là. Donc c'est ça pour les opérateurs logiques. Maintenant, pour utiliser ces opérateurs logiques, on peut écrire des conditions. En Python, les structures conditionnelles se font sous la forme de l'instruction if. Donc if condition, deux points, une tabulation, toujours. Donc une tabulation, c'est en utilisant la touche tab ou alors 4 espaces. Faire plutôt process les instructions qui sont dans ce bloc-là. Sinon, process les instructions ici. Ça, c'est la structure de base pour écrire une condition. Donc si on a une variable A qui est égale à 12, si A est inférieur à 12, on va écrire inférieur à 20 plutôt. On va écrire A est plus petit que 20. Et sinon, on écrira A est plus grand ou égal à 20. Donc ici, A est égal à 12. Comme A est inférieur à 20, on est rentré dans cette partie-là de la condition. Et celle-ci ne sera jamais exécutée. A l'inverse, si A est égal à 22, A est plus grand ou égal que 20. Donc là, cette condition-là est fausse. On ne rentrera donc pas dans cette branche-là. Et on va plutôt aller exécuter le code qui est ici. On peut très bien continuer à écrire du code ici. Et ce code-là sera toujours exécuté. Il ne fait pas partie de la structure conditionnelle. Donc peu importe, on va toujours avoir à écrire à l'écran, ce code sera toujours exécuté car cette instruction le sera toujours. De la même manière, on peut tester plusieurs cas dans la même structure conditionnelle à l'aide d'une instruction, d'un mot-clé qui s'appelle elif. Donc, reprenons notre liste de plats, puis on va l'étoffer un petit peu. Voilà, on va y rajouter les sushis, mettons.
rajouter les escargots au beurre. Donc, on peut tester pour chaque plat. Attends, on va voir ça plus tard pour la boucle. Pour chaque plat, on peut tester si le plat fait partie, mettons, d'un type de cuisine. Donc, si le plat est dans, mettons, ramen ou sushi, alors on va dire je mange japonais. Elif, donc là on continue la structure conditionnelle. Si mon plat est dans cannelloni ou alors lasagne, alors on va dire je mange italien. Elif, plat en cassoulet ou escargot au beurre. Alors, je mange français. Puis, mettons, dernier cas, on va rajouter un dernier plat qui sera la moussaka. Else. Donc si jamais, le cas qui va se faire par défaut, je ne sais pas ce que je mange. Il manquait juste d'écrire le print. Voilà. Bon. Fac. Il va parcourir chacun des cas. Si la condition n'est pas respectée, il va tester l'hypothèse suivante, et ainsi de suite. Si aucune des hypothèses n'est réalisée, le code va exécuter l'instruction par défaut qui est située dans le else. On peut imbriquer des segments, des instructions conditionnelles. Donc mettons que je suis dans mon plat, dans mon cas plat japonais. Si mon plat est ramen, on peut dire j'adore les ramen. Hop. Voilà pour ce qui est des structures conditionnelles. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va pouvoir passer aux boucles. Donc, on en a vu un petit aperçu. Il existe deux manières de faire des boucles. Donc, on a les boucles for. Puis, on a les boucles wild. Les deux se ressemblent, mais sont quand même relativement différentes dans la manière de les parcourir. Donc, pour ce qui est des boucles for, la structure est assez simple. Une boucle for, ça nous sert à parcourir un itérable. Donc, un itérable, c'est un tuple ou une liste, ou d'autres objets connexes qui sont itérables, mais c'est des notions peut-être un peu plus avancées. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur les tuples et les listes, puis particulièrement les listes. Donc, si j'ai ma liste qui est 12, 128, 32,
parcourir chaque élément de la liste en faisant for element in ma liste print, mettons print pour être n'importe quoi d'autre, element 128. Ici ça pourrait être également on pourrait faire des opérations, mettons calcul, mettons égal 2 fois element, puis on afficherait calcul. Hop. Donc, cette variable-là, ici, c'est une variable qu'on appelle temporaire. Dans le fond, le for, ce que ça va faire, c'est que ça va itérer, on appelle ça le long de la liste. Fac, à l'itération 0, element va valoir 12. On va réaliser tout ce qu'il y a dans la structure de données, puis ensuite, on va passer à l'élément suivant. Donc, itération 0, on arrive à 12, je calcule 12 fois 2, je l'assigne à la valeur calcul, puis je l'affiche. Même chose pour 128, même chose pour 32, même chose pour 76. On a parcouru tous les éléments de la liste, la boucle for est terminée. C'est pas mal ça pour la structure de base de la boucle for. Une autre manière de faire qui existe et qui peut être très pratique, c'est, on va reprendre ma liste, puis mettons qu'on aurait besoin de, on veut renvoyer une nouvelle liste qui contient exactement les mêmes valeurs que ma liste, mais multipliées par 2. On pourrait le faire de la même manière, comme ça. Créer une variable qui serait ma liste times 2, qui serait une liste vide. Puis là, on dirait à chaque élément dans ma liste, le nouvel élément sera égal à 2 fois l'élément courant, puis on ajouterait à la fin de ma liste times 2 le nouvel élément. Si on affiche ma liste times 2, ça nous donne ça. Ça, c'est une bonne manière de faire. Le seul défaut de cette manière-là, c'est que à la fin, on va se retrouver avec 2 listes de taille exacte. Donc là, ça va qu'on a une liste de 4 éléments, mais si on avait des listes d'1 million d'éléments, on aurait à la fin de cette cellule-là 2 millions d'éléments, ce qui peut prendre beaucoup de place en mémoire et qui n'est pas nécessairement optimal. Donc ce qu'on peut faire, c'est, au fur et à mesure qu'on avance dans les itérations sur ma liste, remplacer les éléments en cours. Pour ce faire, on peut utiliser la méthode enumerate. Fait qu'à la place de dire for element in my list, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for index element in enumerate ma liste. Donc, enumerate, qu'est-ce que ça fait? Enumerate, c'est une fonction qui va renvoyer 2 valeurs à laquelle on assigne les noms de variables index puis élément. De la même manière qu'on avait vu quand on assigne un tuple des variables, on peut assigner des tuples à une variable, les valeurs dans un tuple à 2 variables. De cette manière-là, si j'ai un tuple 12, 16, je peux nommer les variables A et B. Ce que fait enumerate, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place d'avoir 12 et 16, les valeurs, ce serait l'index de l'itération en cours et la valeur de l'élément correspondant à cet index. Donc, si on parcourt ma liste de cette manière-là, on peut écrire ça pour illustrer. Donc, itération en cours, index,
on va faire ça. Donc, ce que ça renvoie, c'est itération en cours 0, on a l'élément 12, itération en cours 1, on a l'élément 28, itération en cours 2, 32, itération en cours 3, 76. Donc ça, c'est une super bonne manière de garder la trace de où est-ce qu'on se situe dans l'itération. Ça peut être très pratique. Et donc, ce qu'on peut faire grâce à ça, c'est modifier la liste en in place, on dit en anglais, donc au fur et à mesure qu'on la parcourt. Donc, à chaque fois, je vais remplacer l'élément à l'itération en cours par 2 fois sa valeur. Puis ici, à la fin, j'affiche ma liste, ça donnera ça. On aura perdu les valeurs initiales de ma liste parce qu'on les aura écrasées au fur et à mesure qu'on la parcourt à l'aide de la fonction enumerate qui renvoie 2 éléments, l'index de l'itération en cours et l'élément correspondant à cette itération-là. Voilà. Pour parcourir un dictionnaire, on peut faire quelque chose comme ça. Donc, mettons que j'ai un dictionnaire avec plusieurs clés. On va dire que c'est un panier de légumes avec des pommes dedans. J'en ai 12. Avec des patates, j'en ai 24. Puis avec des poires, puis j'ai 6 poires. On peut parcourir tous les éléments d'un dictionnaire de la manière suivante, sachant qu'un dictionnaire c'est particulier, car comme on l'a vu, un dictionnaire c'est un ensemble de clés-valeurs. Donc ce qu'on fait, c'est for key value in panier items. Donc la fonction items, quand on l'applique à un dictionnaire, elle permet dans le fond de itérer sur les différents couples clés-valeurs qui sont présents dans le dictionnaire et les renvoie en 2 valeurs, comme on a vu avec enumerate et comme on a vu avec les tuples. On les assigne avec la virgule et on peut parcourir les uns à la suite des autres tous les éléments du dictionnaire. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous montrer sur les boucles for, c'est comment sortir d'une boucle de manière prématurée. Parfois, mettons qu'on cherche un élément dans une liste. Donc on va avoir une liste qui est égale à juste des légumes, des fruits, mais c'est des fruits pour le coup. Banane. Puis voilà. Donc là, si on peut faire ça en utilisant une condition. Donc mettons que fruit soit égal à kiwi. On arrête tout. Donc là, on peut utiliser la mot-clé break. Puis ça, ce que ça va faire, puis ensuite,
chaque fruit dans fruit, on affiche le nom du fruit. Puis, on dit qu'une fois qu'on est rendu à kiwi, on est content, on n'a pas besoin d'afficher plus que ce qu'il faut. Et ben, on peut utiliser un test, donc une constructure conditionnelle comme on a vu. Si fruit est égal à kiwi, alors break. Break, ce que ça fait, c'est que ça va arrêter straight l'itération dans la boucle. Puis, enfin, ça va arrêter la boucle à cette itération-là. Et ensuite, on va passer à la suite du code. Donc, dans notre cas, on n'aura rien. Fait que c'est ça. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous montrer concernant les boucles, c'est la fonction range. Donc si j'ai juste envie de créer un compteur, on peut utiliser la fonction range. Puis ce que ça va faire, la fonction range, c'est que ça va créer une liste d'integers, d'entiers, qui commence à 0 toujours, puis qui finit à 1 moins la valeur maximale qu'on lui a donnée. Donc voilà pour la fonction range et la boucle for. Enfin, donc, on parlait des boucles while. Donc les boucles while, c'est un peu différent, parce que contrairement à la boucle for qui itère selon tous les éléments d'une liste, la boucle while va continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'une condition soit résolue. Fait que, mettons que on a une variable x qui soit égale à 1. On pourrait écrire la boucle suivante qui dirait while x est inférieur à 10. Donc, tant que x est inférieur à 10, x serait égal à on va plutôt print x fois 2. Donc à chaque fois que x est inférieur à 10, on le multiplie par 2 puis on l'affiche. Puis à chaque itération, on va augmenter la valeur de x de la manière suivante. Donc tant que x est inférieur à 10, on le multiplie par 2, puis on multiplie également sa valeur par 2. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que ce qu'il faut garder en tête avec la boucle while, c'est que cette boucle va continuer à itérer tant que cette condition-là ne sera pas vraie. Ça la rend pratique dans un certain sens parce que ça permet d'avoir une sortie de boucle qui est peut-être moins définie que la boucle for. Enfin, elle est tout aussi définie, mais pas liée à la taille d'une liste, mettons, ou à la taille de l'élément sur lequel on itère. Par exemple, son grand défaut à la boucle while, c'est que si on n'est pas sûr de notre code ici, on peut créer ce qu'on appelle une boucle infinie. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça peut lier à des erreurs très bêtes et évitables facilement. Mettons que x était une liste vide. Pour exemple, on va renommer ma liste. Que là, j'avais une condition toujours vraie, ou presque. Plutôt, on va plutôt faire ça. While x est supérieur à 0. Non. On va faire ça. X égale à 1 également. While x égale à 0, supérieur à 0, on va print x fois 2. Mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on va ajouter ma list.appendX. X a aucune chance de devenir négatif à cause des instructions qui sont ici. Donc cette liste-là va parcourir à l'infini, fait qu'à l'infini, on va ajouter des éléments dans ma liste. Ma liste est vide, mais si on laisse tourner ça un bon 10 secondes,
ma liste va être énorme et il y a de fortes chances que je remplisse ma RAM au complet et que mon ordinateur s'arrête. Il décide que voilà, c'est fini, plus à cette place, il crash. Une chance, Python est un langage intelligent, il permet d'arrêter le programme avant de... Même si je vous encourage vraiment pas à run ce code-là, Python va être capable d'arrêter de créer une erreur avant que la RAM explose, dans le fond. C'est le danger des boucles while. On peut se retrouver dans une boucle infinie et rentrer dans un cas du scénario qui fait en sorte que le programme va planter et risque de planter pendant longtemps avant qu'on s'en rende compte. Ce qui peut avoir des conséquences assez dommageables. C'est pour ça que en programmation, on évite très fort de faire des boucles while. On va toujours essayer de préférer les boucles for. Il n'y a pas grand chose qu'une boucle while qu'on puisse pas faire ce que fait une boucle while avec une boucle for. C'est juste une question de comment on pense au problème. Donc dans la vie en général, je vous recommande de n'utiliser que des boucles for. Voilà, c'est tout pour la partie théorique du cours. Il y a des exercices avec leurs solutions qui ont été débloqués dans Moodle que je vous encourage à les faire. Je vous encourage à les faire sans regarder la solution puis en regardant la solution. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours m'écrire par courriel ou sur Teams. Si vous voulez que je relise vos solutions pour vous suggérer des voies d'amélioration, vous pouvez le faire. On peut prendre un rendez-vous, vous pouvez m'envoyer votre code dans un fichier zip. Je peux regarder ça. Ça va me faire plaisir. Voilà.